Alors, comment est-ce que l'économie peut être plus au service des générations futures? Comment est-ce que l'entreprise peut être mieux au service des générations futures? C'est notre sujet. Et je suis très heureux d'accueillir des intervenants pour en parler, qui sont non seulement des acteurs économiques importants, mais qui sont également des acteurs passionnés par ce sujet. Donc vous avez raison, Claire Chazal, l'enjeu, ça va être de tenir le timing. La question qu'on va se poser, c'est où est-ce qu'on en est en réalité de cette évolution et comment est-ce qu'on peut aller plus loin. Et je vais me tourner vers le ministre de l'économie d'Islande. Dear Bjarni Benediktsson, first of all, thank you very much for being with us today. I will start with you. First of all, congratulations for this ranking of #1 in the Global Positive Forum Index of Positive Countries last year. My question to you is, how do you feel countries, and in particular economic policies, should evolve to adapt to these new challenges? And maybe you will have some specific examples from what is being done, what you're trying to do in Iceland. Shall I need a microphone? You might. All right, thank you. It's a pleasure being here, and thank you for inviting us. Yes, of course, we are very happy that we score highly on the indicators, but at the same time, we feel that there is a lot of work to do. And I very strongly believe that public policy can play and will play a key role in amending what is wrong still. Now, in our case, some of the lessons that we have learned came out of necessity. Let me give you one example. We overfished our stocks. So at one point in time, the fish stocks collapsed. So that gave us reason to think about sustainability. And we amended our system slowly over time so that there were incentives to go about the fishing in a sustainable manner that would create the most value long term. And over time, we've also learned that we need to leave incentives for the private partners to invest. And this is happening at the moment. And I would like to argue that on the basis of very well-defined fisheries policy, we have created incentives for the fisheries companies in Iceland to invest so that, for example, they are now have renewed the fleet. And the new fleet has emissions which are almost half of what it was 15 years ago. That is one example of a lesson that we've learned from the usage of resources in Iceland that has created a more long-term vision. Now, public policy, of course, will also play a huge role in other parts of the economy. We do have incentives, for example, for the private car imports. So we are giving incentives for environmentally friendly cars, electric cars. We say, okay, if you want to move with us in this direction, we'll cut down tariffs. Okay. With the municipalities, we say, let's build a better sewage system for the environment, and we will support that through both the taxation system and by other means. We could go on and look at the fourth industrial revolution and point out that we are saying to companies, okay, if you stay here, you invest in research and development, we will contribute. So there are a number of ways, and we are already seeing the effects for public policy to affect in a positive way. Thank you very much. Je vais maintenant me tourner vers les entreprises en commençant par Madame Guillouard. Vous employez 60 000 personnes en France, mais également plus largement dans le monde, des millions ou des dizaines de millions de clients. Est-ce que vous pensez, à quel point est-ce que vous pensez qu'il est important que les entreprises se remettent en question pour intégrer ces dimensions de responsabilité, pas uniquement économiques, et quelles implications très pratiquement pour la patronne d'un grand groupe tel que vous dans sa gestion de l'entreprise? Bonjour à tous. Donc effectivement, le groupe RATP, c'est 61 000 collaborateurs, mais c'est aussi
4,8 milliards de voyages par an produits, 16 millions de clients par jour dans 14 pays sur 4 continents. On a souvent une vision de la RATP qui se limite au métro et au tram. On est un opérateur multimodal. En fait, on opère 12 modes de transport, dont certains complètement dans les nouvelles mobilités technologiques, comme l'autopartage ou, par exemple, les city-scouts que vous voyez dans Paris, qui sont, en fait, nous sommes actionnaires de city-scouts. Et ce qui est très intéressant, c'est la notion de bienveillance, parce que nous sommes une entreprise publique, 100% du capital est public, et on pense qu'on est vraiment un peu l'emblème d'une entreprise à mission, dont la mission est finalement assez simple, qui est à la fois de rendre du temps à nos clients, et en même temps de délivrer un service, de faire un service de transport de mobilité et de construction de la ville intelligente, parce que la RATP a ça de très particulier, c'est que son ambition stratégique est double, c'est-à-dire à la fois être un leader de la mobilité durable et connectée, mais aussi un partenaire privilégié de la ville intelligente et durable. Et on est capable de faire ça parce qu'on a beaucoup d'expertise dans le groupe. On étend des lignes de métro, mais on construit aussi des morceaux de ville intelligente. Et la bienveillance, c'est par exemple quand vous vous engagez à réduire, ce qui est notre cas, de 50% les émissions de gaz à effet de serre à horizon 2025. Il faut savoir que 69% de nos gaz à effet de serre sont au travers des bus, puisque le métro, finalement, est un mode de transport assez propre en termes de NOx, d'émissions de NOx. 50, le rapport de 1 à 50 entre une voiture et un métro. Donc, vous voyez, c'est énorme. Donc, c'est essentiellement les bus. Donc, on s'est engagé dans une transition énergétique unique en Europe où on va convertir industriellement tous nos centres-bus au biogaz et à l'électrique. 4700 bus, 15 000 chauffeurs, 2000 mainteneurs à complètement convertir aussi managérialement. Donc c'est une entreprise totalement unique et on l'a démarré en se fixant une forme de triangle, de respect. Pour moi, la bienveillance, c'est un principe actif, comme un médicament, qui correspond aux gènes de l'entreprise. Alors, vis-à-vis des collaborateurs, ça veut dire qu'on met le paquet sur la formation. On passe 6,5-7% de la masse salariale en formation. 3 salariés sur 4 est formé au moins une fois par an sur un certain nombre d'éléments, et notamment la transition énergétique est quelque chose d'absolument clé là-dessus. Vis-à-vis des clients, je dirais qu'on a 3 types de clients. On a des clients gouvernementaux, des territoires, des autorités organisatrices, et puis nos clients B2C, c'est-à-dire vous qui prenez tous les transports en commun. Et ce qu'on essaie de faire aussi, c'est de diffuser dans cette idée de bienveillance de la culture. Alors, j'ai 2 choses à côté de moi qui sont un modeste exemple, mais on fait un concours de poésie tous les ans. 10 000 participants cette année. 53% des gens qui ont participé à ce concours, puisqu'ensuite on met les poèmes dans le métro, c'est le premier contact qu'ils ont avec la poésie au travers de la poésie de la RATP. Ça, c'est 1. 2, concours photo. Concours photo, 50 lauréats, président du jury Martin Parr, s'il vous plaît, très grand photographe anglais, et évidemment les musiciens du métro. Ça paraît anecdotique, ça ne l'est absolument pas. La culture est un moyen d'introduire de la bienveillance dans un des rares endroits au monde où on a encore complètement cette diversité et cette mixité. Et moi, je suis une fervente partisane de ça. Je sais que Mercedes, qui préside le musée de l'immigration, a les mêmes convictions que les miennes. Je pense que quand on fait du transport en commun et du transport public, on est aussi un passeur d'un certain nombre de grands principes. Et on essaye de s'y employer. D'ailleurs, nos salariés nous renvoient une image très positive de ce que nous faisons sur le plan culturel. Donc ça a plusieurs effets positifs vis-à-vis des clients. Ça diminue les problèmes de sécurité, d'incivilité, parce que ça crée une ambiance totalement différente. Nos salariés sont fiers de participer et d'avoir une entreprise qui met ça sur le devant de la table. Donc salariés... évidemment les clients, et puis les générations futures. Je ne peux pas m'empêcher de parler 2 secondes de ça, parce que si nous arrivons à baisser nos gaz à effet de serre de 50%,
sachant que nous avons jusqu'en 2025 l'ensemble du système de transport public à Paris, c'est-à-dire 200 km de métro, 100 km de tram, 4700 bus, je peux vous dire que là, on n'est pas dans de la théorie, on est vraiment dans de la pratique pure et dure. Et dernier point, parce que j'entendais le ministre évoquer là-dessus, nous avons aussi lancé un plan très concret d'énergie management. On veut baisser notre consommation de 20%. On est le premier groupe à avoir obtenu une certification sur 2,5 TW. Donc c'est quand même très important, transverse, un mixte entre tous nos modes de transport et le tertiaire que l'on gère. Et je crois que c'est vraiment important que tous les groupes de notre taille se lancent dans ce type de choses, parce que c'est vrai que quand on voit les actifs industriels de la RATP, réduire sa facture énergétique de 20%, c'est vraiment un exercice ambitieux, mais si on arrive à le pousser, là aussi on génère de la fierté chez les collaborateurs. Donc c'est franchement la bienveillance, j'y crois beaucoup, et on est vraiment une entreprise à mission, effectivement. Je crois qu'on correspond assez bien à ce portrait robot. Voilà. Merci beaucoup. Et merci pour les exemples très pratiques que vous donnez. Je vais me tourner vers Mercedes Serra, non seulement dirigeante d'entreprise, mais qui a la particularité dans son métier d'être en veille permanente de ce que pensent les gens, leur comportement, de ce que pensent les consommateurs, les salariés. Qu'est-ce que vous lisez dans tout ça aujourd'hui et quelles sont les implications que vous en tirez pour les entreprises ? Je lis beaucoup de choses intéressantes depuis longtemps. Ça me marque parce que je me dis que en fait, les gens dans la rue, et pas que les gens en France, les gens dans le monde, enfin dans beaucoup des pays dans le monde, puisqu'on fait des études transversales où on pose les mêmes questions, ils sont plus rapides que les entreprises pour comprendre qu'entre guillemets, il y avait un véritable enjeu pour l'entreprise et qu'ils avaient bougé dans leur tête fortement. D'abord, il faut imaginer que, premièrement, les gens pensent que la société va dans la mauvaise direction. Quand je dis les gens pensent, 70% des gens dans le monde, en prenant les 25 plus gros pays, disent que la société va dans la mauvaise direction. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même assez grave. Avant, ils disaient le contraire. Ils disaient que ça allait mieux, que ça allait être mieux pour leurs enfants, que tout... On était dans un monde de progrès. Là, depuis à peu près 7-8 ans, on voit monter ces chiffres constamment sur non, ça va pas. Ça va pas. Donc les gens disent ça va pas. Après, ils ne dépriment pas totalement. Ils disent que si ça ne va pas, il faut changer. C'est une bonne nouvelle. Ils pourraient être empathiques. Non, ils disent que ça va changer. Ça doit changer à 80%. Ils disent qu'il faut qu'on change. Et quand vous parlez du changement, et alors là, ils ont un doute global. Alors d'abord, un doute global sur le politique. Pardon pour les hommes politiques, si important, si nécessaire, votre action. Mais en global, ils ne s'en rendent pas compte. Ils doutent, ils ont un doute sur ce que peut faire l'État, qu'est-ce qui peut se passer vraiment pour améliorer cette entreprise, pour améliorer la planète, pour améliorer le monde qui va dans la mauvaise direction. Et puis du coup, comme ils pensent que seuls, peut-être ils ne vont pas y arriver, même s'ils pensent qu'ils ont un enjeu, eux, à y arriver, ils sont très positifs sur leur propre... Et d'ailleurs, les gens sont un peu sceptiques quand je dis ça, en disant « mais qu'est-ce qu'ils font ?» Non, vous retournez dans une entreprise, vous leur demandez de faire quelque chose de positif, et en général, ils le font tous. Et ils sont très fiers de le faire. Donc, c'est très... D'abord, ils pensent qu'il faut qu'ils changent, et deuxièmement, ils pensent que l'entreprise, dont ils se disent qu'elle est assez efficace, globalement, s'ils font pression sur l'entreprise, ils vont peut-être modifier quelque chose. Donc, la façon dont ils envisagent le rôle d'une entreprise a énormément été modifiée. Vous savez qu'autrefois, enfin moi, quand j'ai commencé dans mon métier de communicante, en gros, on travaillait les marques comme en soi. Et là, les gens font deux choses. Ils renvoient la marque au produit, bonne nouvelle. Ils nous disent il vaudrait mieux que le produit soit bon, bonne nouvelle. Et de l'autre côté, ils renvoient la marque à l'entreprise. C'est-à-dire, on leur dit c'est quoi une bonne marque, et ils nous répondent une bonne marque, c'est une marque qui fait des bons produits. Voilà, on est renvoyé au produit. Même si le produit est aussi symboliquement imaginaire, mais ils veulent retrouver, je ne sais pas, de l'artisanat dans les produits, de l'agriculteur dans les carottes, ils veulent retrouver tout ça.
Et puis de l'autre côté, ils disent, deuxièmement, ce qui fait une bonne marque, c'est la façon dont la marque traite ses employés. Donc ils ne parlent pas de la marque. Une marque, ça ne traite pas un employé. Une marque, c'est abstrait. Donc c'est l'entreprise dont ils parlent. La façon dont l'entreprise qui produit cette marque traite ses employés. Et donc, vous voyez très vite qu'ils rentrent très fort dans l'entreprise. Donc, ces silos qui sont encore les nôtres, hein, puisque moi, je travaille avec beaucoup de marques, on travaille en silos, c'est-à-dire le corporate dans un coin, la marque dans l'autre, c'est plus possible. Les gens, ils n'acceptent plus cette notion-là et très vite, ils essaient de savoir qui travaille dans l'entreprise, quel est son rôle et comment ils vivent la logique de l'entreprise. Et puis après, ils vont être très concrets et très rationnels. Évidemment qu'une entreprise doit faire du profit. Ils sont assez inquiets quand une entreprise ne fait pas de profit. C'est un peu comme si elle était mal gérée. Et là, ils ne sont pas très positifs à cet égard. Mais ils pensent que le rôle de l'entreprise, ce n'est pas que faire du profit. C'est d'abord de faire de l'emploi. On l'a un peu oublié, hein, mais une entreprise qui ne fait pas du profit, qui est, mettons, à zéro, elle a quand même une fonction qui est de faire de l'emploi. Et faire de l'emploi, c'est juste fondamental. Deuxièmement, il faut qu'elle aille au-delà, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils vont nous parler des thématiques du personnel, comment on traite les gens, etc., qui est une chose très importante. Deuxièmement, une entreprise sur la problématique de la planète et écologique, il n'y a même plus de discussion. C'est-à-dire qu'à 99%, ils disent « mais non, mais attendez, il faut faire ce qu'il faut faire. On peut pas continuer à dégrader comme ça la planète. » Donc ils sont totalement... Donc on n'est pas... ils demandent des comptes. On n'est pas en train de dire « ah bah éventuellement nous serons et nous ferons... » Non, ils demandent des comptes à une entreprise. Alors après, ils ne savent pas très bien lire les comptes. Après, c'est compliqué, il y a une histoire de communication, il y a comment on sait vraiment si une entreprise se conduit bien, mais ils sont quand même dans cette logique de la planète. Et troisièmement, ils vont aller plus loin, ils vont demander à ce qu'une entreprise rende quelque chose, et si possible, en lien avec son métier, ils n'aiment pas les absurdités, hein. Donc en lien avec son métier, est-ce qu'une entreprise peut contribuer à quelque chose d'important dans la société ? Tout simplement parce que l'État a du mal par rapport à ça et qu'il ne lui demande plus totalement ce rôle. À l'État, ils vont demander le contrôle des entreprises, c'est-à-dire de faire en sorte que ce qui est raconté par une entreprise soit vrai, presque un pouvoir de régulation et de vérification de fiscalité. On en a parlé, on en a entendu parler fortement. Ça, pour eux, c'est très important, cette garantie de tout ça par rapport à l'État. Mais à une entreprise, on va demander d'oser parler ce qu'elle fait, ce qu'elle rend au monde qui l'entoure. Et vous voyez, lorsque on utilisait autrefois des logiques, le mécénat, puis on n'osait pas en parler parce que c'était une problématique du patron personnel, il ne voulait pas en parler, mais ce n'est pas ça que disent les gens. Ils disent, ce n'est pas une problématique personnelle du patron, c'est un rôle de l'entreprise. Donc vous êtes gentil, vous donnez, vous expliquez ce que vous faites, vous le dites, parce que c'est dans votre rôle d'entreprise. Donc moi j'ai l'impression que les gens sont incroyablement en avance par rapport à nos organisations et que si on veut, et c'est de bonne guerre, qu'ils trouvent une marque intéressante, ils lui demandent un peu plus de comptes. La seule difficulté, c'est que demander les comptes, eux, ils disent qu'ils utilisent beaucoup l'Internet pour aller vérifier jusqu'à un certain point. On voit bien qu'il y a un certain point, c'est pas facile de vérifier, mais les crises, c'est aussi ça, c'est que quand ils se rendent compte de quelque chose, ça devient très violent et très négatif. Merci beaucoup, Mercedes. Vous pouvez l'applaudir. Je me tourne vers Monsieur Frérot, donc à la tête de Veolia, 160 000 employés quand même, et en même temps président de l'Institut de l'entreprise, où vous animez des groupes de réflexion sur ce thème du rôle de l'entreprise. Donc, j'aimerais vous demander d'abord comment vous réagissez aux propos de Mercedes. Est-ce que vous sentez ça? Et ce qu'elle dit sur le fait que l'entreprise est sans doute en retard et qu'elle doit rattraper ses attentes, et plus largement sur vos convictions sur ce rôle et son évolution de l'entreprise. Bonjour à toutes et à tous. Oui, moi je vais vous parler effectivement de l'entreprise comme objet au service des générations futures. Parce qu'une entreprise, après s'être développée et avoir un peu grandi,
elle dépasse une génération. Et souvent, les grandes entreprises, pas souvent, toujours les grandes entreprises, transcendent les générations. Je dirige une entreprise, Veolia, où se sont succédés 7 générations avant la nôtre aujourd'hui, et toutes ont accepté de laisser à l'intérieur de l'entreprise une grande part de ce qu'elles y avaient créé pour que les générations derrière puissent prolonger cette aventure. Et notre honneur, ça sera également de la transmettre à ceux qui nous suivront de la même manière. Pour que les entreprises contribuent aux générations futures, je pense effectivement, comme l'a dit Mercedes, il faut aujourd'hui imaginer une nouvelle vision de l'entreprise ou un nouveau paradigme. Depuis que l'entreprise moderne existe, on va dire depuis 150 ans ou 170 ans, depuis la révolution industrielle, plusieurs visions se sont succédées. Il y a eu d'abord la vision patrimoniale, celle du créateur qui a dirigé son entreprise. C'est encore le cas d'ailleurs de l'immense majorité des entreprises aujourd'hui, ceux qui dirigent leur propre entreprise, celles qui l'ont créée. Mais lorsqu'elles ont grandi en 1850, lorsque cette génération de créateurs a passé la main, on est passé à une autre vision de l'entreprise, peut-être après la Première Guerre mondiale, autour de 1920. Et cette vision patrimoniale, elle a fait place à une vision qu'on pourrait appeler managériale ou technico-managériale, où des non-créateurs, des non-propriétaires ont dirigé et développé l'entreprise. Et ceci a amené la prospérité que les pays développés ont pu connaître jusqu'aux années 1970-1980, où à cette époque, une autre vision s'est imposée. Celle qu'on pourrait appeler la vision actionnariale, celle que Pierre Moscovici, il y a quelques minutes, a évoquée. Une vision qui a effectivement centré l'entreprise sur un seul objectif, la création de richesse, la création de profit, sous contrainte de toutes les autres intérêts des autres parties prenantes de l'entreprise, en supposant donc que ces intérêts étaient pris en compte par la loi, la réglementation, qui représentait une contrainte. Donc un système a priori plus simple à comprendre, un objectif, plein de contraintes, la réglementation. Et c'est pour ça que là-dessus, je vais différer de ce que propose Mercedes, mais j'y reviendrai. Il faut, me semble-t-il aujourd'hui, modifier cette vision actionnariale. Pour 2 raisons. La première, c'est qu'aujourd'hui, quand on demande aux gens, et notamment aux Français, quand on leur demande à quoi servent les entreprises, ils répondent assez largement à créer de la prospérité. Mais quand on leur demande à qui servent les entreprises aujourd'hui, ils répondent à quelques-uns. À ceux qui profitent de l'accroissement de richesse et de prospérité depuis quelques années, quelques décennies maintenant, qui ne sont pas assez nombreux et, en caricaturant un peu, ils répondent « Les entreprises aujourd'hui servent surtout les actionnaires et les patrons, et pas les autres ». C'est même sûrement faux, mais c'est la perception. Et une réalité qui n'est pas perçue n'existe pas. Aujourd'hui, la réalité qui est perçue, c'est que les entreprises ne servent que quelques-uns. Ça, c'est la première raison pour laquelle une autre vision est nécessaire. La seconde, c'est celle que Mercedes a évoquée. C'est qu'à côté de la création de prospérité et de richesse, effectivement, d'autres enjeux collectifs, aujourd'hui, qui se sont imposés dans la société dans laquelle les sociétés se meuvent, questionnent l'entreprise et l'interpellent. Les enjeux environnementaux, les problèmes des inégalités croissantes, les conséquences de la mondialisation et les montées des populismes, les nouvelles appétences vis-à-vis du travail, notamment de la part des jeunes générations, etc., etc. Et les entreprises sont interpellées sur ces nouveaux enjeux collectifs. Et une entreprise qui ne répond pas aux questions que lui pose son époque est une entreprise qui est en danger et qui sera d'abord contestée. On l'a vu dans notre pays il y a quelques semaines, ou quelques mois maintenant. Je ne sais pas si vous l'avez noté, une tribune dans le journal Le Monde, signée d'un certain nombre d'intellectuels, pas des moindres, qui appelait à conditionner la liberté d'entreprendre, consubstantielle de l'existence de l'entreprise, la liberté d'entreprendre. Donc conditionner la liberté d'entreprendre au respect du bien commun. Quelques semaines plus tard, heureusement, d'autres intellectuels ont signé une deuxième tribune
qu'ils intitulaient « On commence par le bien commun et on finit par le comité de salut public ». L'entreprise est donc aujourd'hui questionnée et si elle ne change pas de vision, elle est menacée. Quelle vision donc, après l'entreprise actionnariale, pourrait-on imaginer de proposer? Eh bien, clairement, une vision où l'entreprise n'a pas un objectif, mais plusieurs objectifs, des objectifs pluriels. L'entreprise n'est pas un outil qui doit optimiser une dimension, le profit sous contrainte de toutes les autres, mais est un objet qui doit chercher à servir les intérêts de l'ensemble des parties prenantes qui s'y engagent ou qui y participent, en devant bien évidemment arbitrer aussi entre ces objectifs et en se donnant des principes de répartition, de partage des fruits de l'entreprise entre les intérêts qui y contribuent, peut-être en fonction du niveau d'engagement ou du niveau de risque de cette contribution ou de cette participation. C'est donc une entreprise qu'on pourrait appeler à performance globale. La responsabilité sociale et environnementale qui s'est développée depuis maintenant un certain nombre d'années, en complément de la création de richesses, certains diraient parfois comme un fruit sur le gâteau, cette conception-là n'est plus suffisante. L'entreprise, c'est un outil qui doit optimiser un ensemble d'objectifs, donc un objet multicritère qu'il faut par ailleurs définir et arbitrer dans leur service pour que l'optimum global, qui ne peut pas être la somme des optimums de chacun des critères, puisqu'il y a parfois contradiction entre ces critères, pour que cet optimum global puisse être reconnu comme réellement utile. C'est donc l'utilité de l'entreprise qui est posée. La vision actionnariale nous avait dit il y a 30-40 ans, c'est parce qu'une entreprise est prospère qu'elle est utile. Aujourd'hui, c'est l'inverse qui est vrai. C'est parce qu'une entreprise est utile qu'elle est prospère. Et c'est donc cette utilité-là qu'il faut définir. Cette idée d'entreprise post-RSE, cette entreprise à performance globale, elle pose bien évidemment un certain nombre de questions. Comment et qui vont définir les objectifs pluriels? Quels critères? On ne peut pas avoir 100 objectifs, il faut en choisir un certain nombre, qui se reflètent sans doute et qui sont différents pour chacune des entreprises, la particularité de leurs parties prenantes les plus importantes. Qui arbitre entre ces différents critères lorsqu'il faut prendre en compte l'un ou l'autre quand ils sont contradictoires? Bref, pose la question de, 1, la raison d'être, à quoi l'entreprise est-elle utile? Et 2, la gouvernance, comment ça fonctionne, une entreprise qui a plusieurs objectifs. Voilà, me semble-t-il, ce qui sera nécessaire pour que les entreprises soient enfin reconnues au service des générations et présentes et futures. Merci beaucoup Antoine Frérot. Conscient de l'heure qui tourne, je vais être dictatorial là et je vais vous demander à chacun d'entre vous juste 20 secondes pour mettre en avant une proposition parmi celles qui figurent, les 7 propositions sur le volet économique, celle qui vous tient le plus à cœur ou éventuellement celle qui vous paraît manquer. Mercedes Serra, 20 secondes. Moi, je suis extrêmement sensible à l'enjeu de le chômage des jeunes et donc la capacité qu'on a par les systèmes d'apprentissage de les insérer dans une société, tout particulièrement en France, où on met de plus en plus des gens de côté, mal formés, non formés. Et ça, c'est assez terrible. Je pense que c'est la première chose qu'on doit faire, c'est mettre les gens... Le travail, c'est super important. Oui. Mettre les gens au travail, c'est important. Merci. Catherine Guillouard. Moi, je fais dans le concret ce que Mercedes souhaite, puisqu'on a le premier centre de formation d'apprentissage à Noisiel pour les métiers de la mobilité durable. Pourquoi l'a-t-on construit au niveau du groupe RATP avec l'aide de la région Île-de-France? Parce qu'on ne trouvait tout simplement pas les apprentis dont on avait besoin.
On va en produire 500 par an. Quand vous cherchez à faire rentrer des jeunes sur, par exemple, les métiers de la voix, c'est-à-dire de la maintenance de nuit, puisqu'on tourne jusqu'à 1h du matin, eh bien, le système éducatif ne nous produit pas ces profils. Donc, on a pris notre destin en main. On est allé voir les politiques, en l'occurrence l'ARIF. On a mis de l'argent en commun. On a un centre. 200 apprentis cette année, 500 l'année prochaine. 80% trouvent des emplois chez nous. On crée 3 à 4 000 emplois par an au sein de la RATP. Je voudrais juste dire un mot, la performance globale. Un groupe public peut être un groupe performant et global. On investit 30% de notre chiffre d'affaires par an, c'est-à-dire 1,6 milliard. 100% de la CAF, de la capacité d'autofinancement de l'entreprise, est réinvesti dans la modernisation des systèmes de transport. Et je pense qu'on peut être fier du coup de pouvoir embaucher, et même quand on n'a pas les talents à l'intérieur, on va les chercher. Et donc c'est assez réconfortant. Voilà, c'est donc l'application concrète de ce que souhaite Mercedes qu'on fait. Antoine Frérot. Bah, moi aussi, j'aurais choisi l'apprentissage parce que Veolia forme tous ses employés 80% de ses employés aujourd'hui par apprentissage, donc 14 centres de formation dans le monde. Mais donc, pour me différencier, je vais en choisir une autre, du coup. Mais j'insiste sur l'importance cruciale, car au-delà de la prospérité, un des premier objectif de l'entreprise, c'est bien l'emploi. Et donc, et de former ses salariés, et notamment d'utiliser les salariés existants pour le faire, est une nécessité absolue. L'apprentissage ou la formation par alternance, c'est vraiment... encore comme d'ailleurs l'a dit c'est qui Moscovici tout à l'heure, c'est quand même l'essentiel. Mais je vais en prendre un autre, je vais prendre le premier de la liste des 20, il n'est pas sur l'écran, mais c'est celui qui me paraît clé, donner un prix à la pollution. Et appliquer le principe pollueur-payeur, donner un prix, un coût aux émissions de carbone et de gaz à effet de serre, mais pas seulement donner un prix à la pollution et taxer les pollueurs, mais d'utiliser cet argent pour aider à dépolluer. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Dès lors que chaque fois qu'on pollue, ça coûte. Et donc c'est bien l'ensemble des émissions qu'il faut taxer et utiliser cet argent à bon escient. Donc le premier principe des 20, même s'il ne fait pas partie de l'économie, parce que bien évidemment, quand on parle de coût, on parle aussi d'économie, eh bien je vais le prendre celui-là. Merci beaucoup. Et je me tourne pour conclure vers le ministre. Mr. Minister, I'll leave you to conclude. What is the proposition you would like to support in particular? Well, I noticed that one of the proposals was to direct both public and private investments towards positive projects. And I'm a very big believer in this. I already see it working, and this is what we are trying to do. With the right incentives, we attract the right sort of investments from the private sector, but also with the right policy decisions on the public side, we are doing the same. And let's take this obvious example of private transport as an example. Now, just look at what we could do in our country. If we would succeed, if the car industry is also successful in, delivering the environmental friendly cars that we are calling for, what we could see in Iceland, and this relates to what my environmental minister said earlier, the synergy of ideas. What we could do in a matter of relatively few years is we could be fossil free, so to speak, because we have our own energy resources, geothermal, hydropower. We could drive all public and private transport by sustainable energy. And of course, this would be very good news for the environment. But just look at it from another side, which is the economy. It's also a driver for a more sustainable economy, to be the creator of your own energy, which is, by the way, an environmental friendly. So this proposal is one of the ones I like the most. I see it already working, and I'm a great believer in directing investment towards those goals. Thank you very much.
Merci. Et je vous demanderai d'applaudir chaleureusement nos intervenants qui ont pris sur leur temps précieux pour faire avancer les choses. Merci.